Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour, monsieur le vice-président. Voilà, je vais vous parler un peu de ce qu'on a appris par la technique des vitesses radiales au cours des 20 dernières années. Mais peut-être avant d'aborder ce point-là, j'aimerais faire un très bref retour historique sur ce qui s'est passé avant. En étant légèrement en désaccord avec mon prédécesseur, en fait, si c'est vrai que dans l'Antiquité, on pensait qu'il y avait des systèmes planétaires en grand nombre, eh bien, si on regarde la littérature astronomique au cours du XXe siècle, on s'aperçoit ici, ce diagramme montre le nombre en logarithme en fonction de l'époque, au cours du début du XXe siècle. On voit que les grands noms de l'astronomie, Jeans, Shapley, Russell, etc., estimaient que le nombre de systèmes planétaires dans la Voie lactée était inexistant ou extrêmement rare. Et c'est seulement dans les années 40, 43 pour être plus exactement, eh bien, que les idées changent et on voit que graduellement, enfin même très brutalement, on passe à plutôt 10 puissance 9, 10 puissance 10 et voire beaucoup plus loin, le plus grand nombre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 1943 ? Eh bien, il y a eu l'annonce de 2 exoplanètes tout près de la Terre, enfin dans des systèmes très proches. En fait, c'est très intéressant que le changement des idées résulte de 2 fausses détections. Ce n'était pas vraiment des planètes, mais ça produisait un effet qui était bon. Et en fait, c'est seulement en 1952 qu'il y a eu des arguments plus sérieux qui ont été apportés comme ça. Et alors, il y a une lettre auquel on fait souvent référence par Otto Struve. En fait, dans les années 50, il y avait eu des grands surveys du ciel, puis ils mesuraient les vitesses radiales des étoiles. Et il y avait toute une partie de la communauté qui disait maintenant, on ne voit pas bien l'utilité de continuer à faire des vitesses radiales. Et Struve écrit juste une petite lettre de 2 pages où il dit en fait, ce n'est pas vrai. Il y a encore des questions qu'on peut adresser avec la technique des vitesses radiales. Et une des questions brûlantes, c'est simplement d'estimer la fréquence des planètes dans la galaxie. Et il suggère qu'on peut faire ceci par le biais du mouvement réflexe des étoiles dû à la perturbation par une planète. Évidemment, la technologie à ce moment-là n'était pas du tout adaptée à la précision requise pour ceci. Et en fait, c'est relativement peu de temps après, en fait, dans les années 80, qu'il y a une floraison d'idées pour essayer de faire des instruments avec plus grande précision. Vous voyez ici, vous avez d'abord Campbell et Walker qui prend une cellule HF qui arrive à 12 mètres par seconde, etc. Il y en a qui suggèrent d'utiliser les rayons telluriques comme calibration, des cellules de notre nature avec un spectrographe à transformer de Fourier, etc. Et en fait, j'ai noté en jaune seulement les instruments qui ont été systématiquement utilisés pour réellement chercher les planètes. Et en fait, il y a seulement le travail dans cette période de précurseurs, en fait, le travail de Campbell et Walker. Et puis après, plus récemment, eh bien, on entre dans les années 90. Et en fait, là, vous avez le travail de Marcy et Butler, qui utilisent une cellule à iode comme référence de longueur d'onde. Et puis, il y a le travail qui a conduit à la réalisation d'Élodie à l'Observatoire de Haute-Provence, avec une approche complètement différente. Il n'y a pas plus de cellules chimiques telles l'iode, mais simplement l'effet des fibres qui a pour effet de garantir une illumination très stable du spectrographe. Après, une chose qui est importante, ce n'est pas le développement instrumental, le hardware, c'est en 1996, Marcy et Butler améliorent leur logiciel et passent de 15 mètres secondes à 3 mètres secondes. Et puis après, bien maintenant, à partir de 2003, nous avons HARPS, qui est un spectrographe qui est le grand frère d'Élodie. On a capitalisé sur ce qu'on avait appris à partir d'Élodie, essentiellement des fibres, une grande stabilité en température, une très grande résolution, mais le plus qui arrive avec HARPS, c'est aussi une cuve à vide. Et en fait, on stabilise la température à quelques millidegrés Kelvin pendant la nuit, et puis donc dans une cuve à vide. Et alors tout d'un coup, on passe à une précision qui est plutôt maintenant de l'ordre de 0,3 mètres par seconde. Je reviendrai un peu comment. C'est pas très facile de dire quelle est la précision auquel on a
accès actuellement. Donc, on voit qu'au cours des 25-30 dernières années, eh bien, on a passé de précisions de quelques centaines de mètres par seconde à des précisions meilleures que le mètre par seconde. En fait, vous avez par exemple, si on regarde non pas en termes de précision, mais les objets détectés, eh bien, en 1989, vous avez cette fameuse étoile HD 114-762 qui a un compagnon de 3500 fois la masse de la Terre. Et puis, il y a une année ou deux, il y a Alpha Centauri B qui a qu'une fois la masse de la Terre par la technique des vitesses radiales. Donc, on voit qu'il y a une amélioration de 3000 sur la masse minimum détectée. Et alors, pour revenir à la précision, en fait, c'est très difficile parce qu'à un moment donné, on bute non pas sur l'instrument, mais sur l'étoile. En fait, si on répète la mesure au cours de la nuit, on arrive facilement à 0,1 mètre par seconde. Mais si vous avez une collection de mesures acquises sur une longue période, eh bien, vous arrivez difficilement à être en dessous du mètre par seconde. Et ça, c'est le résultat de l'instabilité intrinsèque de l'étoile, qui est le bruit des pulsations acoustiques, la granulation, tous les phénomènes liés au champ magnétique stellaire. Il y a aussi des problèmes encore de bruit instrumental, mais qui finalement maintenant sont plus vraiment le point qui nous cause des soucis. En fait, actuellement, on bute vraiment sur le problème de l'étoile. Actuellement, on a quelques exemples où on peut calculer les moyennes en phase quand on a détecté un objet, et en fait, on arrive facilement à descendre à 0,2, 0,3 mètres par seconde. Donc voilà, il y a eu des progrès absolument fantastiques qui ont été faits au cours des 20-30 dernières années, et ça se traduit entre autres dans ce diagramme que j'aime beaucoup, où on voit le logarithme de la masse des planètes détectées en fonction de l'époque de l'annonce. Alors bon, on voit le premier objet tout à gauche, c'est 51 Pégase, à peu plus de la moitié de la masse de Jupiter, et après on voit cette énorme augmentation du nombre de détections qui ont résulté. Mais ce qui est plus impressionnant ici, c'est la courbe descendant de la droite descend, l'enveloppe inférieure de ce nuage, qui montre qu'on a amélioré la masse détectée des planètes par plusieurs ordres de grandeur. Et actuellement, on voit qu'on arrive au niveau d'une masse terrestre dans la détection par la méthode des vitesses radiales. On peut se poser la question, évidemment, est-ce qu'on peut aller plus bas? Alors, actuellement, dû à la mauvaise volonté des étoiles qui ont des tâches, qui ont des tas de phénomènes magnétiques, eh bien, en fait, on peut imaginer qu'on va améliorer les spectrographes. Actuellement, il y a eu récemment, j'ai vu un press release où un groupe basant les calibrations sur des peignes laser disait, voilà, on va arriver à l'ordre du centimètre par seconde, donc pas de problème, on va trouver des tas de planètes comme la Terre. En fait, oui, c'est toujours bon d'avoir un instrument précis, mais ça ne résout qu'un centième du problème, qui est le problème qui est l'étoile. Et ça, je pense que c'est plutôt par la stratégie de mesure que l'on va pouvoir progresser. Éventuellement, il y a des gens qui cherchent à voir si on peut corriger les effets du champ magnétique en utilisant des marqueurs, mais autrement, il faut, c'est la méthode brutale, à savoir la statistique, et puis quand on aura un gros nuage avec du bruit, et puis au milieu de ce nuage, on fera passer une courbe qui nous dira qu'il y a une planète. Voilà, donc oui, on pourra le faire, mais ceci va se payer très cher en temps de nombre de mesures. Évidemment, il ne faut pas oublier que le bruit n'est pas blanc, parce que vous avez des fluctuations avec différentes fréquences, donc le nombre de mesures qui doit être fait est absolument colossal sur une longue période pour arriver. Alors voilà, donc le coupable, c'est lui. On voit que vous voulez mesurer à quelques centimètres par seconde la vitesse d'un disque affecté de phénomènes magnétiques qui perturbent la vitesse, et donc la difficulté essentiellement va être celle-ci au cours des prochaines années. Il y a eu des simulations qui ont été faites basées sur ARPS actuellement. Si on prend une planète de 2,5 fois la masse terrestre dans la zone habitable, autour d'une étoile K, donc on gagne un petit peu, la zone habitable est plus proche de l'étoile, pas trop, avec une période de 200 jours, eh bien actuellement on a déjà tout à fait la possibilité de détecter, en dépit
du bruit intrinsèque de l'étoile, eh bien, on est capable de détecter des objets pareils. Vous avez par exemple cet objet-là, qui a été mesuré avec HARPS au Chili, qui est un objet d'une soixantaine de jours, de période, 3,6 fois la masse de la Terre, hein, ce n'est pas encore vraiment une Terre, basé sur 185 mesures, eh bien, on voit, et le bruit autour est de l'ordre de 0,7 mètres par seconde, eh bien, voilà, on a pu sortir cette planète qui est sur le bord chaud de la zone habitable, voilà. Donc, on n'y est pas tout à fait, mais on n'est pas trop loin de ce but ambitieux. Juste pour illustrer le problème, c'est encore pire, les étoiles, les systèmes planétaires ne nous aident pas. Non seulement les étoiles sont légèrement variables, mais en plus, il n'y a pas qu'une planète, mais il y en a plusieurs. Alors ici, vous voyez un exemple réel, donc ça c'est issu de la base de données de nos mesures. Si vous prenez cette étoile qui a été mesurée, on voit la série de mesures ici, en fonction du temps, il y a plus de 1000 jours, comme ça. Si on prend le premier tiers de cet intervalle et on analyse, on trouve deux très belles planètes que vous voyez ici, 50 observations, 2 planètes, des petits problèmes avec les alias. Alors on décide de continuer un tout petit peu. Et là, on rajoute une saison ou deux et on voit qu'on trouve 3 planètes qui sont cette fois-ci alors vraiment bien définies. Et puis, comme on y a pris goût, on continue quelques saisons et on voit qu'il y a 5 planètes. Voilà, ça c'est une des difficultés. Et l'ennui, c'est que les systèmes planétaires, ils sont très fréquemment multiplanétaires. Actuellement, on estime que ces systèmes avec des petites planètes, il y en a en tout cas 70% qui sont multiplanétaires. Donc, il faut vraiment un très grand nombre de mesures, donc un grand nombre de temps de télescope. Ici, vous avez cette étoile qui est active un peu. C'est donc, vous avez le système Alpha-Cen, donc notre très proche voisine, Alpha-Cen A, Alpha-Cen B. Alpha-Cen A, c'est une étoile un peu comme le Soleil. Alpha-Cen B est visuellement séparée sur le ciel, légèrement moins massive. Et elle est un peu active avec ce point de vue champ magnétique. Eh bien, vous voyez que le bruit des vitesses est considérable. C'est de l'ordre de, je ne sais pas, le RMS est peut-être de l'ordre de 1 mètre par seconde, en tout cas, et même peut-être presque 1,5. Et on voit qu'avec 500 mesures, on s'est acharné sur cette étoile, eh bien, on sort une planète de 1 fois la masse de la Terre avec 3 jours de période, en dépit du fait que cette étoile était vraiment un mauvais exemple, enfin, dans le sens étoile un peu active. Voilà, alors on peut se dire, alors j'empiète un tout petit peu sur le domaine de Magali, à savoir on se dit, oui, mais alors pourquoi pas utiliser plutôt les transits? Et alors ici, vous avez un diagramme publié par Batailla il y a 2 ans, où on voit le rayon des planètes, pas les masses, mais les rayons en fonction des périodes, et vous voyez que la Terre se trouve à 300 jours et une masse terrestre, un rayon terrestre par définition, et en fait, il n'y a pas d'objets qui ont été trouvés. Alors, évidemment, le groupe Kepler a des candidats qui sont dans la zone habitable parce qu'elles tournent autour d'étoiles de plus petite masse, ou alors c'est des super-terres, mais réellement des terres dans la zone habitable. Vous voyez que c'est une zone qui est vide par le fait que c'est, comment dire, encore affecté de biais de détection. Et puis le satellite Kepler, maintenant, il est mal en point. Donc, simplement, on va pas... Les différentes couleurs correspondent à des saisons successives. En bleu, la première saison, des objets massifs et à courte période. En rouge, on voit qu'on descend en masse et on augmente la période. Et en jaune, c'est la 3e saison. Puis après, le satellite est mort. Voilà, donc c'est juste pour dire que oui, on a... C'est fantastique, hein, parce qu'il y a tous ces objets qui se trouvent sous un rayon terrestre, mais qui sont à courte période. Alors vous avez par exemple ce diagramme aussi issu du travail de Batailla, où on voit qu'elle a transformé les rayons et les périodes, enfin plutôt les périodes, en température estimée des surfaces planétaires, et on voit mal sur ce diagramme que la zone habitable est séparée par 2 lignes verticales traitillées, et en fait, mais un rayon terrestre, mais il n'y a quasiment rien au niveau d'un rayon terrestre. Donc, il y a un point qui éventuellement est dans le... Donc, même cette technique qui est fantastique, hein, que les choses soient claires, comment dire, a de la peine à trouver ces objets. Alors, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Eh bien,
augmenter la taille du télescope. Parce que quand on augmente on veut avoir des précisions sur les vitesses qui sont de l'ordre de 10 cm par seconde, voire meilleur, il faut beaucoup de photons. Donc, ça aide d'avoir un grand télescope. Et donc, il y a un projet en développement qui s'appelle l'instrument qui s'appelle Espresso, un spectrographe qui va être connecté au télescope du VLT à Paranal. Bon, à part ça, il y aura tous les problèmes de stratégie qui restent vrais. Alors, maintenant, j'aimerais juste esquisser un tout petit peu actuellement le panorama de ce qui a été découvert ici. Alors évidemment, je biaise un petit peu l'exposé parce que je vais parler d'un programme que je connais un peu mieux, qui est ce qu'on a pu détecter avec le spectro-ARPS au Chili. Il y a un autre survey statistique qui a été fait sur le 10 mètres du Keck par nos amis américains. Alors voilà, l'instrument c'est ARPS, qui est un spectrographe sous vide, stabilisé en température, en vibration, etc., très haute résolution, et qui est actuellement l'instrument qui donne des vitesses nettement meilleures que le mètre par seconde si on oublie l'étoile. Et donc actuellement, il y a une copie qui a été faite pour l'observatoire de La Palma. Pourquoi? Parce que simplement le suivi des objets Kepler implique d'être dans l'hémisphère nord, puisque les objets trouvés par le satellite Kepler sont dans l'hémisphère nord. Alors, je mentionnais ce problème des nombres de nuits. Ce programme, c'est très cher. 250 nuits sur le 3,60 m de la SIA. Ça, c'est le programme original pendant 5 ans. Et puis après, il y a eu encore une continuation de 280 nuits. Donc, on arrive à des nombres de nuits d'un télescope de 3,60 m. Bon, actuellement, on dit que c'est un petit télescope, mais c'est quand même pas facile d'obtenir un tel masse de nuit pour avoir une statistique qui commence à être un petit peu significative. Alors, juste pour voir le rôle majeur que joue la précision, parce que j'ai besoin de convaincre personne que ça va mieux quand on a un instrument précis, mais ici, vous avez les objets qui ont une masse inférieure à 10 fois la masse de la Terre, qui ont été mesurés par différents groupes. Et vous avez les amplitudes en ordonnée, les semi-amplitudes du mouvement réflexe de l'étoile en fonction de la période des objets. Tous les points bleus, c'est les points trouvés dans le survey ARPS. Les points rouges, c'est par ARS sur le Keck. Donc on voit que la percée qui a permis d'apporter simplement le fait d'avoir un instrument un peu plus précis. Et on voit qu'il y a des amplitudes qui commencent à être de l'ordre nettement moins, de l'ordre de 50 cm par seconde, et pas un seul objet, plusieurs objets. Alors, qu'est-ce qu'on en a trouvé? Je passe un petit peu vite sur ces résultats. D'abord, on peut regarder un peu ce qu'il en est des planètes géantes. Alors là, on a une sorte de zone rouge qui a été identifiée par le trait tillé au-dessus, qui identifie plus ou moins les planètes géantes gazeuses inférieures à 10 ans de période. Et on voit qu'il y en a à peu près 14%, mais avec une énorme augmentation de la densité avec les longues périodes. On a beaucoup parlé au début, pour des raisons évidentes, des Jupiters chauds, mais en fait, dans la nature, il y en a très peu. Regardez en dessous de 10 jours, ou même de 5 jours, il y a sur un très gros échantillon, 800 étoiles. Eh bien, vous n'avez que 2 ou 3 objets dans cette catégorie. Oui, il y a des Jupiters chauds, mais il n'y en a pas beaucoup. Par contre, des Jupiters, disons, à 3, 4, 5 ans de période, il y en a pas mal. Si on regarde inversement, par exemple, la zone... Alors, on ne va pas descendre trop loin, trop bas en masse, parce que là, on commence à avoir des problèmes de détection. Mais on regarde cette zone identifiée par le trétillé rouge, entre 3 et 100 fois la masse de la Terre, est inférieure à une année. Eh bien, vous avez déjà 50% des étoiles qui ont un système planétaire. Et alors, on corrige évidemment des biais de détection. Vous avez ces lignes, par exemple celle qui est marquée 20, eh bien, ça veut dire qu'avec notre stratégie de mesure, on n'en a trouvé qu'une sur 5. Simplement, on n'a pas encore fait assez de mesures. Mais simplement pour dire, il y en a vraiment beaucoup. Ici, on peut essayer de se focaliser sur les planètes inférieures à 50 jours
Et on ne compte, quand il y a 3-4 planètes autour d'une même étoile, on est bien d'accord qu'on ne compte qu'un système planétaire dans ce cas-là. Et on voit qu'il y a cette augmentation énorme du nombre d'objets avec, pour les petites masses. Et je suis sûr que Willy Benz va nous montrer des simulations qui nous disent qu'on n'a pas tout faux, ou plutôt que la nature obéit bien aux simulations. Ce diagramme que vous avez déjà vu dans l'exposé de Daniel, qui montre, qui était un diagramme établi, l'histogramme des rayons des planètes. Ici, c'est au contraire l'histogramme des masses, et vous voyez que si on prend tout l'échantillon, on voit un double mode, un mode à 10 masses terrestres et un mode à, disons, 300 masses terrestres. 300 masses terrestres, c'est des Jupiters. Et puis 10, c'est des Neptunes, à peu près, ou des super-Terres. Si on corrige pour avoir un échantillon le moins biaisé possible en taille, et on regarde que les objets aussi en dessous d'une certaine période, et en 100 jours de période, parce qu'autrement on n'a pas de détection de petites planètes à grande période, eh bien on voit ces histogrammes rouges, et on voit l'énorme domination des super-Terres et des Neptunes. En fait, dans le système solaire, on n'a pas de planètes entre 1 et 10 fois la masse de la Terre, alors qu'apparemment, c'est les planètes les plus fréquentes qu'on trouve dans l'univers. Je disais donc, si on fait un peu un effort d'observation, on peut détecter des petites planètes. Ici, c'est un diagramme qui illustre les 10 étoiles ayant eu plus de 170 mesures ARPS dans notre travail. Et on voit que 15 planètes ont été découvertes et qui sont illustrées par ces points rouges avec les lignes de détection. On voit que pratiquement le 100% des planètes au-dessus de la ligne supérieure eh bien, sont détectées actuellement avec nos surveys. En fait, on peut détecter toutes les super-Terres de quelquefois jusqu'à une année à peu près de période. Actuellement, avec la précision. Le point le plus en bas à gauche, c'est en fait, il n'obéit pas vraiment à ce qui est dit sur la légende. En fait, j'ai rajouté Alpha Cen BB, qui lui a un régime tellement particulier avec ses 500 mesures. En fait, il est quelque chose qui montre aussi qu'on peut faire ce genre de choses, mais évidemment, c'est extrêmement coûteux d'arriver à ce type de détection. Alors ici, je marche franchement dans les plates-bandes de Willy Benz, juste pour dire qu'à la fin de ce genre d'exercice, si on prend le diagramme de droite, donc un diagramme masse-période, eh bien, on peut éventuellement utiliser ce diagramme comme contrainte pour les travaux qui sont capables d'essayer d'approcher la théorie de la formation planétaire et qui va, en gros, contraindre la typologie, la topologie de ce genre de diagramme. Je n'en dis pas plus sur ce point-là. C'est plus les domaines des vitesses radiales, mais c'est un sous-produit qui vient automatiquement. On peut se poser la question, quelle est la fréquence des systèmes planétaires en fonction de la composition chimique des étoiles? Évidemment, comme vous faites des spectres avec le spectrographe ARPS, vous avez immédiatement ce genre d'information comme sous-produit des mesures. Et vous avez si vous prenez le diagramme de gauche, le diagramme de gauche, eh bien vous avez la fréquence de systèmes avec des planètes géantes autour des étoiles ayant des métallicités de différentes valeurs. 0, c'est le Soleil. 0,3, c'est 2 fois plus riche en éléments lourds que le Soleil. Et on voit cette énorme corrélation entre la composition chimique de l'étoile et la présence de planètes géantes gazeuses. Puis après, maintenant qu'on a détecté beaucoup de petites planètes, eh bien, on peut refaire l'exercice, mais avec seulement les systèmes qui n'ont que des petites planètes. Alors, quand je dis que des petites planètes, que des planètes inférieures à 30 fois la masse de la Terre. On élimine les planètes géantes gazeuses, encore que 30, c'est déjà comme ça. Et vous voyez que vous n'avez absolument pas le même type à droite de corrélation. Et ça, vous avez, juste pour illustrer, que c'est une contrainte supplémentaire qui arrive pour la compréhension des mécanismes de formation. Alors évidemment, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Et actuellement, il y a une
une pléthore d'instruments nouveaux qui sont mis en service ou qui vont l'être. Vous avez d'une part ce NGTS, c'est un nouvel ensemble de petits télescopes qui vont chercher des transits de très petites planètes en différents endroits, mais entre autres à Paranal, une douzaine de télescopes qui vont essayer d'arriver à une précision telle qu'on peut détecter des transits de quelquefois la masse de la Terre. Vous avez TESS, satellite de la NASA, qui a pour but de regarder les planètes autour d'étoiles proches, brillantes, pour essayer aussi de trouver plutôt des super-terres. Des terres, ils n'en auront pas tellement. En fait, ils vont regarder l'ordre du million d'étoiles pendant plusieurs années et donc essayer de chercher des transits. Vous avez Kéops qui va faire plus ou moins le même type de philosophie, enfin de recherche, mais en partant d'un autre ingrédient, en sens que là, on prend des étoiles pour lesquelles on sait qu'il y a déjà des petites planètes détectées par les spectrographes, et Kéops va les suivre très soigneusement pour essayer de trouver s'il y en a par hasard qui ont des transits. Évidemment, le but, c'est d'approcher, d'étudier la physique des systèmes de petites masses. Vous avez évidemment toute la panoplie des spectrographes actuellement en marche, les deux HARPS, SOFIE, Coralie, Keck, qui sont sur le 10 mètres, et l'AAT aussi. Donc voilà, Espresso qui va bientôt apparaître, et voilà. Donc évidemment, chaque fois que vous avez un satellite ou n'importe quel instrument qui cherche des transits, vous n'avez que le rayon. Si vous faites des vitesses radiales, vous n'avez que la masse. Évidemment, l'idéal, c'est de combiner ces deux techniques pour être capable de faire de la physique. Alors, comme je disais, pour Kéops, eh bien, il faut pouvoir lui donner à manger avec des objets pour lesquels on sait qu'il y a déjà des planètes. Et donc, Kéops va recevoir l'information issue de différentes expériences au sol ou dans l'espace, parce qu'il y aura une collaboration avec TESS, pour essayer de faire le suivi de ces tout petites planètes. Et évidemment, il y aura alors Gaïa 2013, ça c'est pas le cas, hein, ça c'est 2024. Et donc, un des buts de cet effort, eh bien ça, là de nouveau, ça, je pense que Gilles Chabrier nous en parlera mieux, c'est le problème de la structure des petites planètes. Ici, vous avez un diagramme qui montre le rayon en fonction de la masse pour un certain nombre de systèmes planétaires pour lesquels on a des belles précisions. On a enlevé tous les objets qui avaient des très grandes barres d'erreur. Et vous avez les courbes de planètes faites de différents ingrédients, du fer, des silicates ou d'autres ingrédients, de l'eau. Et que vous voyez donc jusqu'à 5-6 fois la masse de la Terre, eh bien, les objets sont essentiellement des objets compatibles avec une structure de planète rocheuse, alors qu'à partir de l'ordre de 6-7 fois la masse de la Terre, on a une explosion des diamètres qui nous disent que ces objets-là ne sont plus de la même famille. C'est probablement plutôt des petits Neptunes qui ont migré et qui sont partiellement évaporés. Donc, je pense que ces satellites genre Kéops vont contribuer énormément à clarifier cette image. Vous avez Kepler, actuellement les objets qui continuent à travailler ou qui vont venir. Vous avez Kepler qui a des malheurs, il n'a plus que deux gyroscopes, mais il peut quand même encore travailler et sortir quelques exoplanètes. Il en a trouvé, malgré tout, en dérivant. Vous avez Plateau. Plateau, qui est une mission de l'Agence spatiale européenne extrêmement ambitieuse, avec 32 caméras, qui va faire un suivi des étoiles brillantes pour chercher aussi des transits, et qui a en plus aura la capacité de faire de l'astérosismologie, donc de extrêmement bien étudier l'étoile, le rayon de l'étoile, la masse de l'étoile, l'âge de l'étoile, par l'astérosismologie, et donc on aura une connaissance très bonne de l'étoile, en plus de ce qu'on apprendra sur les planètes en transit. Et on voit dans le petit diagramme rouge et bleu qui se trouve en bas à gauche que la zone que va explorer Plateau
sera surtout les objets entre la magnitude 4 et 11, c'est-à-dire des objets beaucoup plus brillants que Kepler, et donc pour lesquels on va pouvoir faire justement toutes ces études de suivi. Cette mission va regarder une grande partie du ciel, précisément, et on voit qu'elle va étudier 85 000 étoiles entre les magnitudes 4 et 11, et puis avec une moins bonne précision, simplement la détection de super-Terre pour 1 million d'étoiles entre 11 et 13. Et donc le but de cette mission très ambitieuse, la mission Plateau, c'est essentiellement de trouver des transits dans la zone bleue, dans le diagramme masse demi-grand axe, c'est-à-dire on voit bien que cette zone bleue foncée couvre la zone habitable des planètes analogues autour d'une étoile analogue à notre Soleil, qui actuellement il y a quelques objets qui ont été découverts, mais extrêmement peu, et puis souvent soit par une technique et par l'autre. Et puis, pour terminer, je terminerai avec cette image. Oui, l'espace, il n'y a aucun doute, va être absolument clé pour notre travail, mais par contre, n'oublions quand même pas qu'il y a un télescope de 39 mètres qui est en construction au Chili, et donc beaucoup de travaux peuvent se faire depuis le sol, et actuellement, vous avez des groupes qui ont étudié les bandes moléculaires de certaines planètes dans les atmosphères en transit depuis le sol avec le VLT, ou voire avec ARPS. Donc, on peut faire des travaux sur la composition chimique des atmosphères planétaires en comparant le spectre quand la planète est devant l'étoile ou derrière l'étoile. Il faut beaucoup de photons et comparer ces spectres, mais c'est possible. Et donc, ici, sur ce télescope absolument gigantesque, eh bien, il y aura un spectrographe à super ARPS, hyper stable en température, en précision, résolution et tout ce qu'on veut, mais qui bénéficiera en plus d'une surface collectrice gigantesque. Et donc, en particulier, il pourra faire beaucoup de choses, mais en particulier, il pourra faire le suivi des planètes dans la zone habitable, des planètes terrestres dans la zone habitable qui auront été détectées par Plateau. Donc on voit cette synergie qui existe toujours entre les différents instruments, types d'expérience. Et puis évidemment, on pourra faire la spectroscopie jusqu'à un certain point des atmosphères planétaires qui ont été trouvées. Merci. Merci beaucoup Michel pour cet exposé très complet et nous allons passer donc à questions. Pierre Anconaz. Tu n'as pas mentionné les travaux de Wolfsan. Alors ils sont pas tout à fait du même type puisque c'était un pulsar avec cette sorte de lune qui était trouvée autour. Est-ce que tu pourrais commenter un tout petit peu cette observation qui a été unique? On n'en a pas vu d'autres sur d'autres pulsars. Pourtant, là aussi, on en a des milliers. Je crois qu'il y a quelques suspicions de 2 autres pulsars qui le font. Mais alors oui, donc peut-être pour rappeler un tout petit peu, donc, en 1992, Alex Wolfsan bénéficie d'une panne du radiotélescope d'Arecibo qui ne peut, pendant les périodes de réparation, ne peut regarder que dans un coin du ciel. Et on dit aux gens qui a un programme qui pourrait faire quelque chose à ce moment-là, et lui propose de suivre. En fait, c'est une zone. Il peut quand même regarder le ciel qui défile évidemment devant lui, dans un tout petit domaine du ciel, et il bénéficie d'un suivi gigantesque, en nombre d'heures qu'on n'aurait jamais donné sans cet aspect heureux qui était cette panne. Et il suit entre autres un pulsar milliseconde, qui tourne avec une période d'ordre de 600 tours par seconde, et en analysant la fréquence, la répétition des pulses du pulsar, il voit qu'ils ne sont pas équidistants. Et en fait, en analysant la répartition des erreurs de timing, eh bien, il trouve qu'il y a 2 planètes, une de 60 jours, une de 90 jours de période, de l'ordre de 2-3 masses terrestres. Donc, on voit tout de suite que dès le début, on est dans une gamme de tout petites planètes. Évidemment, je dirais que pour la petite histoire, Alex tombe à un très mauvais moment.
parce qu'il fait son annonce juste au moment où Bob Line annonce que sa découverte était fausse. Il en avait découvert une 6 mois plus tard, qui était affectée. Donc, évidemment, on imagine les ricanements des gens dans la salle disant « Ah, on va attendre 6 mois », etc. Bon, enfin, voilà, ça, c'est la petite histoire. Et en fait, c'était tout à fait vrai. Et il arrive avec une confirmation fabuleuse 2 ans plus tard, en sens que ces 2 planètes qui sont en résonance, eh bien, présentent des tout petits, on peut prédire des tout petites variations de la période qui sont observées 2 ans plus tard. Et donc, on a la preuve absolue qu'il s'agit réellement d'un système de 2 planètes. Alors maintenant, évidemment, qu'est-ce que c'est que cette planète autour des restes d'une supernova? Supernova, au moment qui perd une partie énorme de sa masse, à ce moment-là, ces planètes à 60 et 90 jours de période, c'est difficile d'imaginer qu'elles survivre à cet événement, d'autant plus que s'il y avait eu une variation, il y a eu une variation énorme de la masse de l'étoile, eh bien, on s'attendrait à des orbites excentriques. Or, ces 2 orbites sont absolument à un niveau incroyable, elles sont circulaires. Donc, c'est des planètes qui ne sont pas, en la terminologie, de première génération. Donc, en gros, il y avait l'étoile, elle a explosé, elle a perdu beaucoup de masse, et après, par un phénomène il y a différents scénarios, comme ça, il y a probablement un disque secondaire qui se crée autour de l'étoile, qui permet la formation de 2 planètes, très probablement de nature rocheuse. Comme ça. Et donc, ça veut dire que c'est intéressant, pour moi, disons, hormis l'aspect que c'est autour de quasar, ça montre que c'est facile de faire des petites planètes. C'est-à-dire que ce 2e disque qui se forme, voilà. Oui, il y a Pierre. Je crois que Jacques Lascar avait demandé la parole. Juste un tout petit point, il n'y avait pas également une lune en plus des 2 planètes? Alors oui, alors ça c'était donc l'état en 94, et puis je ne sais plus alors en quelle année, il y a eu un 3e objet qui a été trouvé avec une masse de quelquefois la masse de la Lune, ou presque, avec 25 jours de période, si je me rappelle bien. Voilà. Jacques Lascar. Oui, en fait c'est une bonne transition avec ce que je veux dire, parce que tu as dit tout à l'heure, le problème c'est qu'il n'y a pas qu'une planète, mais il y en a plusieurs, ça nous complique la vie. Mais je dirais que c'est tout le contraire en fait, parce que c'est grâce à ces planètes multiples qu'on peut au contraire espérer décorréler de la rotation de l'étoile et du bruit de l'étoile. Et d'ailleurs, aussi dans les systèmes Kepler, quand il y a plusieurs planètes, on arrive beaucoup plus à être sûr que ce sont des planètes qu'un artefact dû à quelque chose d'autre. Donc le fait d'avoir plusieurs planètes, à la limite, si on avait beaucoup d'observations et plusieurs planètes, on pourrait tout trouver, et quel que soit le bruit de l'étoile, on sortirait tout facilement. Il faut beaucoup de mesures. Il faut beaucoup de mesures, oui. Non, mais moi, je donne facilement aux observateurs du travail à faire. Hein. Il faut que vous travailliez beaucoup, mais tu es d'accord que ça sortira. Tout à fait, ouais. Et le fait d'avoir plusieurs planètes, ça aide à faire sortir. Du reste, peut-être, je vais juste rajouter avant qu'il y ait une autre question. Donc, quand il y a eu la découverte en 1995 de 51 Pégase, une partie de la communauté astronomique n'y croyait pas. Et en fait, il y a eu deux choses qui ont, je dirais, montré qu'on avait vraiment des planètes. Le premier objet, c'est le fait d'avoir des systèmes multiplanétaires. C'était vraiment difficile d'imaginer qu'on donne des systèmes keplériens avec deux systèmes keplériens et croire que c'était des pulsations de l'étoile. Enfin, ça n'allait pas. Et puis l'autre chose, c'était la découverte en 99-2000 du premier transit qu'on a vu 209-458, qui à ce moment-là a terminé le débat. Oui. Attends, je crois que c'est au chairman. Très bien. Alors, on a encore 3 questions. Jean Schneider. Je vais être très, très prospectif. Inévitablement, un jour, on aura des interféromètres qui feront de l'imagerie de la surface stellaire. Est-ce qu'en combinant cette imagerie de la surface stellaire avec des spectrographes de haute résolution, on peut se débarrasser un petit peu des problèmes du bruit stellaire? Je dirais que déjà, actuellement, il y a en tout cas 2 ou 3 collègues. Hein. Il y a Suzanne Aigrin, il y a des gens au Portugal qui essayent de trouver des manières de corriger les vitesses déjà, même sans avoir une imagerie
puis aussi à Grenoble, il y a eu des travaux, en partant du Soleil, entre autres, de développer des techniques pour corriger. Voilà. Évidemment, si on avait une image parfaite de l'étoile avec un interféromètre, ce serait encore peut-être plus facile, enfin plus facile, je ne sais pas, mais enfin, disons, on aurait plus d'informations pour faire cette correction. Et alors, pour appuyer le côté très prospectif, quand on réfléchit un petit peu, ça ne peut se faire, à mon avis, que dans une base lunaire et pas dans l'espace, parce qu'il faut un très gros spectrographe. Merci aux donateurs. Anne-Marie Lagrange. Alors, en fait, j'ai deux petites questions. La première, c'est est-ce qu'il y a des nouvelles de Alpha Centauri, puisque ça fait plusieurs années que vous la suivez. Et la seconde, c'est est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à l'ELT pour le cas spécifique des vitesses radiales, parce que finalement, ce qui nous limite, c'est plutôt l'activité stellaire, ce n'est pas vraiment la précision instrumentale. Est-ce que c'est vraiment les photons qui limitent et est-ce qu'au contraire, l'ELT ne peut pas être un problème dans le sens où on ne pourra pas observer des étoiles brillantes avec IRIS? C'est une très bonne remarque, à savoir, qu'est-ce qu'on fait avec un spectro à haute résolution sur un télescope de 39 mètres? Et alors, il y a d'une part la spectroscopie pour chercher des bandes moléculaires, ça c'est une possibilité. Il y a la spectroscopie par transmission, quand on veut comparer le spectre d'une planète devant et derrière. Si on veut trouver l'effet d'une atmosphère extrêmement fine qui va filtrer la lumière de l'étoile, il faut un nombre de photons absolument terrifiant. Et donc, je pense que pour ces aspects-là, le grand télescope va être unique pour faire ça. Je crois que les grands surveys, comme on les fait maintenant avec le 3,60 m pour chercher des planètes, c'est certainement que ça ne se fera pas avec un 39 mètres. Ça, c'est clair. Et puis, alors, il y a peut-être une autre application que je verrais, les transits. Quand il y a le problème de l'effet Rositer-McLaughlin. Et ça, évidemment, on ne peut pas intégrer. On doit prendre ce qui vient pendant la durée du transit. Et donc, si c'est une planète de très petite taille qui passe, on ne peut pas l'observer actuellement parce qu'on n'a pas assez de photons. Donc, on pourra faire... Donc, si on veut étudier les plans orbitaux des petites planètes, je pense que la surface collectrice de l'ELT sera irremplaçable. Mais je suis tout à fait d'accord, l'époque des grands surveys de recherche de planètes de statistiques, ce n'est pas avec l'ELT qu'on va le faire. Pardon? Alpha Centauri B. Ah, Alpha Centauri B. Oui, alors, Alpha Centauri B avait été, trouvé par Dumusc avec ARPS à partir des grandes mesures, avec une bonne discussion statistique. Après, HATSIS a rediscuté cet objet-là et en appliquant 3 méthodes statistiques différentes, dont 2 méthodes, il retrouvait la planète et la troisième, il ne la retrouvait pas. Mais non, c'est difficile, on a vu le bruit, etc. Mais quand dans 2 méthodes, il l'avait trouvée, bon, évidemment, nous, on a continué les mesures et jusqu'à preuve du contraire, actuellement, elle est toujours là, la planète. Maintenant, elle entre dans une période active, hein, donc ça devient moins favorable. Merci. Une question de Pierre Léna. Avec l'abondance des planètes dans la galaxie et les mouvements propres des étoiles, les probabilités d'éjection d'objets sont probablement importantes. Qu'est-ce que tu peux dire des planètes sans étoiles aujourd'hui? Sans planètes. Des étoiles sans planètes. Oui, des étoiles sans planètes. Bon, il y a une quinzaine d'années, il y a eu un certain nombre d'annonces de découvertes de free-floating planètes, de planètes librement comme ça, qui ont été découvertes dans des amas très jeunes, puisqu'évidemment la luminosité intrinsèque, l'émission intrinsèque de la planète librement, ce n'est pas de la lumière réfléchie, hein, c'est du rayonnement thermique de la planète, eh bien, il fallait aller s'intéresser à des objets extrêmement jeunes. Et les gens des Canaries ont trouvé plusieurs objets de ce type-là, toute une population qu'ils ont appelée Free Floating Planet. Alors, on va essayer par les modèles d'estimer la masse de ces objets-là. C'est comme des grosses planètes. Et donc, si dans un système planétaire,
on doit éjecter quelqu'un, c'est toujours le petit qui est éjecté. Donc, ça me paraît peu probable que ces objets-là soient des planètes éjectées. Par contre, si on regarde la masse limite de fragmentation, on peut former des objets dans la masse des naines brunes, jusqu'à 4 fois la masse de Jupiter, les travaux de Boss et d'autres. Donc, ces objets-là sont probablement que des free-floating naines brunes. Mais par ailleurs, qu'il y ait des planètes qui soient éjectées, c'est évident. Par contre, alors pour les voir, ça c'est dramatique, quoi.